Bon, inutile de te raconter des histoires. On va traverser une crise économique sarace, un truc de jamais vu. J'en connais qui vont me dire bon, je me sens pas concerné, j'ai un super poste de ministre, j'ai une super position, j'en ai rien à foutre. Non mais oh! Dans tous les cas, je t'invite à regarder son interview qui va suivre. Tu vas apprendre, premièrement, comment faire des économies sur l'argent que tu dépenses. Voilà, tu vas toujours en dépenser, t'inquiète pas, hein. Mais tu vas apprendre avec Jérémy comment dépenser mieux cet argent. Et deuxièmement, comment investir une partie de cet argent dans des placements qui sont rentables. Lesquels? Tout ça, Jérémy va te le dire. Bonjour si tu ne me connais pas, si tu arrives totalement par hasard sur cette vidéo, ce qui serait étonnant. Je me présente, je m'appelle Cédric Cornelou et je suis web marketeur pour les entrepreneurs timides, introvertis ou en manque de confiance. Avant de lancer le jingle, voilà, je t'invite à liker cette vidéo, pouce bleu en l'air, à me laisser un commentaire, hein, notamment si tu as des questions à poser à Jérémy. Et si ce n'est pas encore fait, ce qui serait étonnant, abonne-toi à cette chaîne et au moment de t'abonner, clique sur la cloche pour être au courant des prochaines publications qui paraissent. Donc maintenant que j'ai fini mon blabla, je vais lancer le jungle et tout de suite après, on retrouve Jérémy pour cette interview. C'est parti! Jérémy, bonjour, bienvenue sur la chaîne. Je suis heureux de te recevoir. Et pour toutes celles et ceux qui ne te connaissent pas, je te laisse te présenter. Quid de qui tu es, de ton histoire. Vas-y, c'est le moment de te lâcher. Bon, alors on va essayer de mettre ça dans l'ordre à peu près. On va faire au mieux. Je m'appelle Jérémy Brigaud, j'ai 41 ans, je suis marié et je suis papa d'un petit garçon qui va avoir 6 mois. C'est pas mal déjà. Refais ton brushing comme ça. Hein? Avec les lunettes et tout. Voilà. Comme en réunion en fait. Ouais, enfin, ouais, après on. Ouais, ça démarre bien. Ça démarre bien. Et excellente cette interview. Je suis même pas sûr que je kifferais ça. Voilà. Bon, je m'en fous. C'est quoi, je m'en tape. J'ai, comment dirais-je, j'ai créé en fait ce que j'appelle aujourd'hui un média qui est dédié à l'éducation financière des gens. J'appelle ça un média parce que ça s'appuie à la fois sur une chaîne YouTube que peut-être vous connaissez ou que vous avez peut-être déjà vu, qui s'appelle Frugalisme et Liberté Financière, et sur un site internet qui s'appelle lefrugalisme.com. Voilà. Donc en fait, j'ai voulu commencer à parler, il y a un peu plus de 2 ans, des manières qu'on peut essayer de mettre en œuvre pour s'engager sur le chemin de l'indépendance financière, pour se mettre en sécurité au travers de la question de l'investissement, jusque-là rien de nouveau, mais également au travers de la question du frugalisme, qui consiste en fait à vivre en dessous de ses moyens, mais sans pour autant se priver, sans pour autant se restreindre et sans pour autant souffrir. Ça a l'air bête, hein, dit comme ça, on peut peut-être avoir l'impression que j'enfonce des portes. Et pourtant, il n'y a pas besoin d'être grand devin pour se rendre compte que tu auras beau gagner des millions, si tu dépenses plus que ce que tu ne gagnes, tu ne vas pas réussir à t'enrichir à long terme. Et en fait, si tu veux, le constat de ce truc-là, la raison pour laquelle j'ai voulu faire ça, c'est parce que je l'ai appliqué d'abord à moi-même. Et puis ensuite, petit à petit, j'ai des copains, des collègues qui m'ont posé des questions, qui m'ont demandé comment je faisais ceci, cela, et je les ai accompagnés dans leurs premiers investissements. Et puis, ils ont été contents. Donc, je me suis dit que j'avais envie d'en parler autour de moi. Voilà. À savoir que sans jouer les pleureuses, loin de là, parce que j'ai jamais été à plaindre, mais je viens de, comment dirais-je, j'ai connu quand même la précarité, parce que j'ai été intermittent du spectacle pendant quasiment, on va dire une vingtaine d'années. J'ai travaillé dans ce milieu-là. Ah oui. Mais pendant toutes ces années-là, j'ai pas eu pendant tout ce temps-là mon statut. Déjà, ça avait été assez difficile à obtenir. Mais en fait, ça faisait que j'étais dans une situation qui était relativement fragile, puisque en fait, ma seule capacité à réussir à
à m'en sortir, c'était de travailler, c'est-à-dire au final d'échanger mon temps pour de l'argent. Et c'était dur parce que j'avais pas de contact, j'avais pas de réseau au début quand j'ai démarré, donc j'ai vraiment galéré, quoi. Et après, Mmh. c'était quasiment la machine inverse, c'est que j'ai tellement eu du mal à bosser au début que je savais plus dire non quand on me proposait du taf. Et donc du coup, bah, je disais oui à tout parce que je voulais me sécuriser et multiplier les employeurs. Et ça faisait que je tombais dans des situations qui étaient complètement débiles où je travaillais, et ça m'est arrivé plusieurs fois de travailler 28 jours dans un même mois, quoi, tu vois. Mmh. Donc ça veut dire que tu Ouais. n'as plus de vie, en fait. Ça veut dire que tu n'as plus Oui. de vie, ça veut dire que tu es en train de tout sacrifier, tout, ta vie de couple, tout, machin, les vacances, les week-ends, etc. Mmh. Et au bout d'un moment, tu prends du recul et tu réfléchis et tu te rends compte que bah, tout ça, c'est complètement débile, quoi, tu vois. Bon, et Mmh. qu'il faut essayer de mettre en place des choses, des manières de sécuriser la situation. Donc en fait, si tu veux, moi, mon moteur pour me motiver, ça n'a jamais été les bagnoles de luxe et vivre à Dubaï, etc., tu vois, dans des hôtels, je sais pas quoi, tu vois. Mmh. Moi, ça a été la trouille, mon moteur. C'est que je me suis réveillé un matin, je m'en souviens bien, c'était vers 2010, et je me suis rendu compte qu'en fait, si j'étais plus capable de bosser, j'étais foutu, j'étais mort. Parce que je dépendrais uniquement du bon vouloir de ce qu'on me donnerait en termes d'aide sociale, etc., etc. Et puis je me suis dit, est-ce que au fond, quand j'aurai 40 ans, puisque j'ai 40 ans aujourd'hui, mais Mmh. même 50 ans ou 60 ans, est-ce que j'aurai encore la gouache? Est-ce que j'aurai encore l'énergie? Est-ce que j'aurai encore l'envie de faire ça? Mmh. Donc ça, c'était une chose. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi d'autres circonstances qui ont fait que je me suis intéressé de près aux manières de sécuriser la situation financière, à l'éducation financière. J'ai vu des gens dans mon entourage qui ont fait des burn-out, on en a déjà discuté ensemble, des gens parmi mes proches, Ouais, mais énormément. Ouais, enfin, je te parle de ça à une époque où cette expression, elle n'existait même pas encore, tu vois, je te parle de ça au début des années mmh. 90. J'ai, on va se dire les choses, j'ai perdu mon père qui s'est littéralement carbonisé dans son travail, quoi. Et si Mmh. tu veux, moi, de très jeune, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, on s'en fout, la vie, elle passe qu'une fois, donc je ferai ce que je veux. Donc c'est aussi une des raisons pour laquelle je voulais aller vers des choses, vers des métiers un petit peu plus artistiques, jusqu'au moment où je me suis rendu compte que j'étais bloqué dans des trucs qui me plaisaient pas tant que ça, qui étaient purement alimentaires au final, et que petit à petit, et en fait, ça concerne plein de gens, c'est que petit à petit, de renoncement en compromis, tu finis par te regarder un matin dans la glace et te dire, mais qu'est-ce que je fous, quoi? C'est pas la vie que je voulais. C'est pas ça que j'avais envie de faire. C'est pas vers ça. Mmh. C'était pas mes aspirations quand j'étais gamin. Mmh. Enfin, voilà, tu vois. Euh, T'as eu un, excuse-moi, t'as eu un déclic ou alors ça c'est arrivé petit à petit? T'as eu un événement qui t'a dit là il faut que j'arrête complètement? non, le sentiment, il est venu progressivement, mais après, D'accord. il y a eu des livres qui ont fait office de déclic. Rien de bien original. Je pense à des bouquins comme Père riche, Père pauvre de Kiyosaki que tout le monde a peut-être lu, enfin, peut-être pas tout le monde. Enfin, si vous l'avez pas lu, commencez probablement par ce bouquin-là parce que c'est un bon moyen comment dirais-je, on peut le critiquer sur plein de plans, mais ça a au moins le mérite de planter quelques petites graines. Voilà. Mmh. Donc voilà, en fait, au début, je me suis intéressé à ça. Euh, Puis j'avais fait des erreurs aussi. J'avais voulu acheter mon appartement, tu vois, donc je m'étais serré la vis alors que j'avais pas beaucoup de moyens, etc., pour acheter ma résidence principale. Et du coup, je le rénovais, cet appartement qui était dans un Mmh. quartier craignos, que j'avais acheté probablement trop cher, etc. Et j'ai pas eu le nez creux, quoi, clairement, là-dessus, parce que je m'étais pas formé, que j'avais jamais appris à faire ça. Et j'ai voulu faire les choses moi-même. J'ai voulu éviter absolument les agents immobiliers parce que je voulais pas payer un ouvreur de porte. Je voulais absolument faire les travaux moi-même parce que je voulais pas enrichir un autre. Et finalement, euh, je pense que c'est une part peut-être d'ego, quoi, tu vois. Finalement, quand tu réfléchis comme ça et que tu n'es pas capable de faire preuve aussi parfois d'un petit peu d'humilité, de comprendre qu'il faut aussi payer des gens, etc., ben, tu fais de la daube, clairement. Mmh. Tu fais de la daube. Et Ah, quand quand on sait pas, on sait pas, hein. et c'est ça, c'est ça.
Parce Tu que t'improvises pas, hein, tu non, t'improvises faut pas pas s'improviser. Non, professionnel. non, 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 non. Mais bon, voilà, moi je l'ai appris la leçon, je l'ai retenue, mais dans la douleur, hein. Mon appartement, Mmh. pour ceux qui connaissent, il était à Saint-Denis, dans la rue de la République, à 200 mètres de là où les djihadistes ils se sont fait sauter. Bon, bref. Ah ouais, bah moi je suis allé à la faculté à Saint-Denis, donc je Bon, connais. tu connais rue de la Rep, hein, c'est la rue piétonne en face de la Ouais, basilique. ouais. Alors ce côté-là, je le connaissais pas parce que moi Plus j'allais haut, l'université, elle était au c'est nord ça, et moi j'arrivais au sud, gare c'est du ça, Nord, en c'est face de ça. la gare, hein, c'est ça. Je traversais Mm, toute la. Mais bon, j'ai aperçu. Mais donc voilà, et puis à peu près au même moment, j'ai commencé à avoir, à m'intéresser, etc., tout ça, à l'investissement, à avoir quelques déclics, hein, comme je te l'ai expliqué au travers Mmh. de bouquins, tu vois, on était dans les années ouais, 2009-10 par là. Et puis j'ai vendu cet appart, j'ai emménagé avec ma compagne de l'époque, et avec le peu de sous que j'ai récupéré, bah, j'ai commencé à m'acheter un petit box parking parce que je voulais essayer de tester un peu, me faire la dent là-dessus. Et quand j'ai vu que ça marchait bien, je me suis dit, hey, en fait, c'est cool. Donc, je me suis mis en condition de préparer comment dirais-je, un profil d'investisseur, quoi. Et puis, je suis allé voir les banques et puis j'ai commencé à acheter des box parking. Puis ça s'est bien Mmh. passé. Donc, j'en ai acheté 7, après j'en ai racheté 5, après j'en ai racheté 5, et puis j'ai continué à faire des crédits comme ça, tu vois. Mais au début, il y a plein de trucs que je comprenais pas, tu vois. Euh, Tout ce qu'on parle d'effet de levier, de crédit, tu vois, j'avais peur de pas être rentable, donc je mettais beaucoup d'apports, je mettais beaucoup d'argent de ma poche. Parce que là encore, Mmh. tu vois, j'étais en train de faire mon éducation, mais par mon expérience, je n'avais pas appris, et j'étais en train de faire des choses pas totalement bien optimisé, quoi. Et puis, bah, petit à petit, quand tu apprends que tu continues à monter en expérience, en savoir-faire, en expertise, bah, tu corriges le tir, tu vois. Ceux sur lesquels j'avais mis beaucoup d'apports, bah, je les ai revendus pour récupérer mon apport, pour maximiser mon effet de levier. Avec Mmh. le cash que j'ai récupéré, j'ai fait d'autres opérations, etc. J'ai acheté des appartements, etc., etc. Bon, après, c'est une vie d'investisseur, quoi, tu vois. Euh, Mmh. et puis, en fait, désolé, je dis souvent, et puis c'est un tic verbal. Euh, C'est pas grave, c'est pas grave. J'en ai d'autres. Ouais, moi aussi, c'est pareil, je peux dire du coup à l'appel. Ou alors. En fait, quand, quand je fais un truc, je le fais à donf. Mais vraiment à Mmh. donf. Et je me suis pris de passion pour ça. Et du coup, ben, je me suis passionné pour ça. Et je l'ai fait à fond. Et je continue à le faire à fond. Et quand j'ai eu des copains, des collègues qui ont vu que j'étais là avec mes parkings, tu sais, au début, ils se foutaient ouais, ils se foutaient de moi. Ils disaient, il va Ouais. se prendre pour Trump à jouer les tycoons parce qu'il a acheté un box. Et puis, bah, quand Mmh. ils ont vu qu'à un moment donné, j'en avais 22, là, tu vois, ils se sont dit, ah ouais, en fait, ça commence à faire des ronds, quoi, tu vois. Voilà, tu vois. Mmh. Puis après, des appartements, etc. Donc, tu vois, petit à petit, ceux qui se moquaient de moi, ben, ils commençaient à me dire, ah, bah, tiens, finalement, comment ça marche si je fais ci, Comment? machin, Ouais, etc. ouais, Voilà, tu vois. ouais, ouais. Euh, bon, puis bah, moi, j'ai expliqué, mais en même temps, tu vois, il y a aussi un truc, c'est que même auprès de ma famille, j'avais énormément de mal à en parler des investissements que Surtout, je faisais. Ouais, ouais, sur ouais, pardon, vas-y, je t'en prie. surtout, c'est la famille. Alors, surtout quand tu es sur Internet, ils comprennent pas, hein. Ils savent pas. Il y a les proches, en général, c'est pas les meilleurs soutiens, je Non, dirais. non, absolument, tu as totalement raison. Et puis, à un moment donné, j'ai compris une chose, c'est que tes proches et ta famille, comment dire, ils ont peut-être jamais fait ça, mais ils seront les premiers à te dire, oh non, tu devrais pas, parce que Ouais, ouais, c'est ça. dans leur, dans leur Ou ils te le vécu, font dans leur... comprendre. Voilà, c'est ça. D'abord, ils te disent ça, la plupart du temps, c'est pas pour te critiquer ou être négatif, c'est simplement parce qu'ils t'aiment et qu'ils veulent te préserver des dangers que ça peut Ouais, ouais, ouais. représenter l'investissement. Ouais, 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 ouais. Donc, ils te disent, bah, finalement, tu feras peut-être mieux de commencer par acheter ta maison, ta résidence principale, etc. Et puis, une fois que tu l'auras payé, une fois que tu auras un chez toi, Mhm. bah, tu t'amuseras avec tes sous à faire d'autres trucs. Ça semble logique comme ça, mais en fait, la vérité, c'est que quand on s'engage dans une stratégie d'investissement comme ça à long terme, mieux vaut commencer par acheter des investissements plutôt que sa résidence principale. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas être propriétaire de sa RP, mais c'est peut-être pas la meilleure des manières de commencer. Bref,
Bon, je faisais mes petits trucs comme ça, hein, voilà, mais Ah je ouais. vivais ma vie et puis je restais un petit peu dans mon coin, je dirais, et puis je continuais à travailler comme ça pour des chaînes de télévision puisque j'étais technicien. Mhm. Euh, et puis à aider des potes un petit peu. Mais je vais pas te mentir, j'avais quand même dans l'idée depuis 2014 de faire un bouquin ou de faire quelque chose. Puis j'en avais déjà parlé à une paire de gars qui sont un petit peu comme ça sur YouTube et ils me disaient tu commençais à parler de liberté financière, indépendance financière, immobilier, mon Dieu, sur Internet, mais mon gars, tu sais pas à quoi tu t'attaques. Là, c'est déjà bouché de chez archi-bouché, ta niche, etc. Donc si tu veux, c'était resté comme ça un petit peu en suspens. Et puis petit à petit, il y a cette idée qui est venue qu'en fait, je voulais pas parler seulement d'investissement, mais je voulais parler d'une espèce de mode de vie qui s'appuie essentiellement sur du bon sens et qui mélange ce que moi je vis au quotidien, tel que je le vis, c'est-à-dire d'être un petit peu minimaliste, certainement, et puis en même temps d'être frugaliste, ce qui ne veut pas nécessairement dire radin, parce que je vais parfois me faire plaisir ou m'offrir, euh, tu vois. En fait, j'ai eu une personne avec qui j'ai travaillé il y a quelques années, peut-être elle se reconnaîtra, qui avait lu des bouquins de Pierre Rabhi, que je connaissais absolument pas, et elle m'expliquait Mhm. qu'en fait, elle, maintenant, elle s'achetait plus, elle voulait plus s'acheter des choses, elle voulait s'acheter des moments. Mhm. En fait, je me suis dit, waouh, tu sais, c'est pareil, c'est une petite phrase comme ça, c'est resté, puis je l'ai oublié, puis c'est ressorti plus tard, et maintenant, Ouais, le temps de digérer, le temps de voilà que le cerveau. puis que ça ressorte, quoi, tu vois, que tu le Ouais, ouais, digères, et ouais. puis que ça ressorte d'une autre manière, et en fait, tu réfléchis 2 minutes, qu'est-ce qu'on a de précieux? Le temps, le temps. Le reste, c'est rien. Le reste, c'est pas de balle. Le pognon, c'est de la liberté. Et l'argent, nos chers dirigeants se font un plaisir de l'imprimer à gogo, à tel point qu'il n'a plus aucune valeur. Et pourtant, cet argent-là, là où c'est dégueulasse, c'est que toi, tu as trimé pour l'obtenir, pour travailler. Tu as dû littéralement échanger ton temps de vie pour de Mhm. l'argent. C'est ce qu'on appelle être salarié. Hein. Et je dis ça sans mépris pour le salariat, hein, vraiment. Mais en fin de compte, quand tu te rends compte de ce truc-là, tu te dis qu'en fait, ben, c'est pas juste. Quoi. Il faudrait absolument trouver tous les moyens pour faire en sorte que ton argent, il travaille à ta place, même un petit peu, tu vois. Ouais, ouais. Même un petit peu, même pas beaucoup, mais commencer à l'investir pour faire en sorte que et ça commence à faire des petits, si tu préfères. Mhm. Mais le problème, c'est que quand tu commences à faire ça, tu t'exposes à du risque, puisqu'il y a toujours un corollaire, c'est que ce qu'on appelle le fameux couple rendement-risque. D'accord. Donc, si tu veux Mhm. obtenir des rendements avec ton argent, il va y avoir des risques peut-être de perdre de l'argent à un moment donné. Et ce Mhm. risque-là, en vérité, on peut le contrôler, on peut l'étouffer un tout petit peu. Il n'y a pas 50 000 manières. La première, c'est de se former. C'est-à-dire qu'en fait, tu sais, c'est comme un enfant qui a peur du monstre dans le noir, et puis plus on met de la Mhm. lumière, plus l'ombre elle est plus petite, et puis à la fin, il y a plus de monstre, peut-être il va être caché en dessous du lit, mais il va être très petit, petit, petit. Et donc en fait, toutes ces questions-là, tous ces risques-là, toutes ces peurs-là, eh bien, la formation, ça permet d'avoir une meilleure conscience de ce que tu peux faire par rapport à ton argent, tes investissements et les risques. Mhm. Voilà. L'autre chose, évidemment, qu'il faut évidemment faire, c'est surtout pas mettre tous ses œufs dans le même panier et pas y aller en mode vas-y, YOLO, je mets tout sur du Bitcoin ou je sais pas quoi, parce que là non plus, ce serait pas très malin. Donc en fait, pour répondre à ta question du début, de me présenter et d'expliquer ce que je fais, aujourd'hui, j'accompagne mes clients qui veulent justement apprendre, qui veulent un accompagnement, qui veulent une éducation financière, qui veulent pas être seuls quand ils se lancent là-dedans, parce que je leur fais profiter de toutes les boulettes que j'ai pu faire, tout Ouais. simplement. Tu leur fais gagner du temps. J'essaye humblement. J'essaye humblement. Donc, j'ai commencé à parler de ça sur YouTube en Mhm. faisant plein de trucs, tu vois, en disant, bah tiens, je vais vous faire des vidéos pour vous expliquer comment faire des économies. Parce qu'il y a toujours une demande. Et en fait, si tu veux, quand tu veux plus d'argent, il y a deux manières. La première des manières, c'est d'en dépenser moins. Donc, ça Mhm. passe par faire des économies.
Et l'autre manière, c'est d'en gagner plus. Voilà, hein. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup plus, et c'est normal, c'est naturel, beaucoup plus enclins à faire des économies plutôt qu'à trouver des manières de générer de la valeur, de gagner plus d'argent. D'accord. Et en vérité, si on veut vraiment réussir à sortir de ce qu'on appelle un peu vulgairement la rat race, hein, c'est-à-dire l'enfer du quotidien, le métro boulot dodo, appelle ça comme tu veux, hein, c'est-à-dire comme des gens qui espèrent toujours que demain sera mieux qu'hier et qu'il faut toujours consommer plus et qu'on se définit à l'aune de nos possessions, etc. Si on veut sortir de ce truc-là, vraiment, il faut comprendre que faire des économies, c'est un préalable, c'est nécessaire, c'est indispensable, mais ça n'est pas suffisant. Donc j'ai d'abord commencé un petit peu par ce biais-là, en expliquant comment faire des économies, etc., en donnant tout un tas d'astuces que moi je mets en pratique au quotidien, et puis en essayant d'en trouver d'autres, etc. Et puis ça a bien marché, et puis petit à petit j'ai continué à faire des vidéos comme ça chaque semaine, et je voulais essayer d'apporter un petit peu ma pierre en parlant cette fois d'investissement dans l'immobilier, cette fois d'investissement dans la bourse, cette fois d'investissement dans etc., etc. Cette fois de comment faire des économies, cette fois comment faire ta lessive. J'ai même fait ça, on s'est foutu de moi. Parce que je pense qu'en fait, si tu veux, c'est justement ça ce qu'il y a de positif avec ce que je propose humblement. C'est encore une fois, c'est pas une révolution. C'est de se rendre compte qu'au travers du frugalisme, on va avoir une attitude qui va être favorable à obtenir plus d'argent, donc plus de liberté, d'accord. Et dans le même temps, on va réduire notre impact sur l'environnement parce qu'on va avoir une consommation qui va être un peu plus sobre, on va dire. Et encore une fois, le curseur, il est très personnel. Il n'est pas question d'avoir, comment dire, j'aime pas l'écologie punitive, j'aime pas les donneurs de leçons, et j'aime pas la police qui va sonner à ta porte pour te dire qu'il faut que ce soit 19 degrés et pas 20, tu vois. Police des températures. Voilà, c'est la nouvelle connerie qu'ils sont en train de nous pondre. Donc, j'aime pas ça. Et je me refuse de juger ceux qui mettent le chauffage à 24 ou à 22. Enfin, en fait, je m'en fous. Chacun met le curseur là où il le sent. Les gens frileux, comment ils font quand tu es malade, que tu as la crève et que tu as froid, tu es en train Et puis même, et puis tu vérifies pas à chaque instant ton chauffage. Et puis même, tu vis comme tu veux, je vis comme je veux, et c'est très bien comme ça. Et puis, et voilà, basta. Tu vois. Bref. Donc, moi, j'essaye juste de dire aux gens, voilà, il y a un truc, c'est pas compliqué. Si tu arrives à avoir une attitude un petit peu plus responsable, tu vas avoir un impact positif sur l'environnement, tu vas avoir un impact positif sur ton porte-monnaie. C'est vertueux. C'est bon pour la planète, c'est bon pour ton porte-monnaie, c'est bon pour ta liberté. Tout le monde y gagne. Tout le monde y gagne. Et pourtant, c'est pas suffisant. Il faut aussi apprendre à faire travailler son argent. Tu vois ce que je veux dire? Et pourtant, c'est vraiment un écosystème. C'est vraiment Et pourtant, ça n'est pas suffisant. Circulaire. Et pourtant, ça n'est pas suffisant. Donc, alors, comment on fait ça? C'est ce que j'ai... Je t'en prie, vas-y. Par où on démarre, en fait? C'est surtout ça. Par où on démarre? En fait, d'abord, on démarre par comprendre l'environnement dans lequel on est. Number one. C'est-à-dire qu'en fait, nos parents, ils ont vécu une époque dans laquelle ils n'avaient pas trop de questions à se poser. Les filles, elles épousaient un garçon pour plus être chez papa-maman, et les garçons, une fois qu'ils avaient fait leur service, ils trouvaient du taf, ils se mariaient, et puis ils allaient trouver un taf, et puis la vie était belle. Après, ils faisaient un crédit, ils achetaient une baraque, et puis ils allaient en vacances sur la Côte d'Azur avec la caravane, ou je sais pas quoi, ou ailleurs. Et c'était très bien. Et puis, et roule ma poule. Puis petit à petit, après, il y a eu des crises de chômage, etc. Mais encore, ils ont réussi à se recycler. Je parle de ma génération, j'ai une quarantaine d'années, voilà, on est à peu près des mêmes générations. Donc voilà, c'est dans ce sens-là que je pense. Ensuite, on est passé dans un contexte qui était bien différent.
parce qu'on avait des crises successives qui se succédaient, où en fait, les gens étaient obligés d'avoir plusieurs emplois dans la même vie. Ils étaient certains qu'ils auraient plusieurs vies dans la même vie, et donc il fallait se recycler, et parfois avec perte et fracas. On avait parlé la fois dernière, quand on a fait l'interview de France Télécom, je ne sais pas si tu as vu dans la presse cette semaine, ils ont encore parlé du patron qui a été condamné, machin, tout ça. Bon, bref, 15 mois finalement il a pris. Donc voilà, parce que ça a été les grandes époques des privatisations dans les années 90, et puis de ce qu'on a appelé le début de la mondialisation. Et aujourd'hui, on est passé, encore une fois, c'est ma vision personnelle, hein, je te laisse m'arrêter si tu penses que... Et on est passé dans une espèce de simultanéité, je pense, où en fait, dès ton jeune âge, j'ai envie de dire, tu as intérêt à avoir plusieurs activités simultanées que tu vas cumuler. On n'est plus dans une succession, on est dans une accumulation de compétences, de savoir-faire et d'expertise que tu vas développer simultanément. Donc, ça nous oblige à être multicasquettes, mais de ouf, à savoir faire tout un tas de trucs et pour essayer de mieux s'en sortir, tu vois, ou de s'en sortir. Ça, c'est le contexte. Petit 1, petit 2, il y avait une espèce de pyramide comme ça, où tu avais des gens très riches, tu avais une middle class qui était très importante, et puis tu avais des gens beaucoup plus humbles en dessous. Et aujourd'hui, on voit bien que ça, c'est complètement... On se retrouve avec une société dans laquelle tu as un petit noyau qui est complètement satellisé, qui est déconnecté du reste, qui n'a pas de frontières, qui un jour vit ici, un jour vit ailleurs, etc. Et puis, tu n'as plus de classe moyenne qui a été complètement liquidée, aussi bien aux États-Unis qu'en France. Aux États-Unis, ça a commencé avec Obama, surtout, et puis en France, là, on est en train de vivre exactement l'euthanasie des classes moyennes. Et donc, on se retrouve avec une espèce de grand fourre-tout de gens qui se débrouillent comme ils peuvent pour réussir à s'en sortir. Quand il y a eu ça, qui est vraiment, comment dirais-je, un des points émergents de ce truc-là, ça a été la crise des Gilets jaunes. Quand on a vu la crise des Gilets jaunes avec eux tous, c'était quoi à la base? C'était des gens qui étaient dans la galère parce qu'ils n'arrivaient plus à s'en sortir et que le gasoil, il était à 1,80. Ça a démarré comme ça. Après, je ne parle pas du reste politique, machin. Non, je parle de comment ça a démarré. C'était des gens qui disaient vos taxes, tu peux te les coller derrière l'oreille parce que nous, on est dans le rouge le 2 du mois. Et en fait, si tu veux, je me suis dit, j'avais commencé à préparer tout un tas de trucs, de manières de faire des économies, etc. Machin, et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Donc en fait, j'ai vraiment mis le paquet sur des contenus, des vidéos gratuites pour donner aux gens des astuces pour vivre aussi bien en dépensant moins. Et en même temps, j'ai commencé par faire un guide qui fait aujourd'hui 80 pages, que j'avais pensé peut-être un jour mettre dans ma formation que je ferais, etc., sur mon approche. Et j'ai dit, non, tu sais quoi, en fait, vas-y, je le donne. Alors, du point de vue purement business entre nous, ce sera ce qu'on appelle un lead magnet pour collecter une adresse email. Mais je me suis dit que je le donne, ce truc-là, parce que si ça peut permettre à des gens de mieux s'en sortir, d'arriver à améliorer le quotidien, etc., par tout un tas d'idées comme ça, de bon sens la plupart du temps, mais auxquelles on ne pense pas toujours, et bien justement, ça peut vraiment permettre d'arranger les choses, et ça peut permettre d'économiser des milliers d'euros. Alors, des milliers d'euros, quand tu dois renégocier toutes tes assurances, tous tes forfaits, tous tes trucs, envisager de changer de logement, etc., il y a de quoi faire. Et pour répondre à ta question, parce que je me suis un petit peu éloigné, tu me demandais comment on doit faire si on veut réussir à faire des grosses économies, si on veut commencer à s'engager là-dedans. Voilà, je te disais que la première chose, c'est de comprendre l'environnement dans lequel on est. Là, on vient de le balayer rapidement. La deuxième chose, c'est de faire une photographie de tes finances pour savoir où est-ce que tu en es, pour reprendre le contrôle de tes finances. Il n'est pas encore question d'investir. Si tu veux commencer à investir alors que tu n'as pas assaini tes finances et que tu n'en es pas pleinement maître, c'est comme si tu voulais construire un château sur du sable. Ça ne va pas le faire. Donc, si tu as des dettes, il faut commencer par te désendetter. Il n'y a pas besoin d'être grand devin pour s'en rendre compte. Pour faire ça, pour réussir à faire ça, pour réussir à économiser sans se priver, il y a 3 choses principales sur lesquelles il faut travailler en tout premier. Ces 3 choses, c'est les 3 principaux postes de dépenses des ménages en France, et dans le monde entier d'ailleurs, qui sont l'alimentation, le logement, le transport. Quand tu t'es concentré sur ces 3 machins, tu as déjà fait 90% du taf.
Mhm. L'alimentation, bah oui, ta manière de bouffer, les aliments que tu vas consommer, les magasins dans lesquels tu vas les acheter, tu peux agir là-dessus pour réussir à moins dépenser. Ça, c'est vrai. Le transport. Alors oui, tu vas aussi devoir dépenser de l'argent pour te transporter, pour aller au taf. Mais en fonction de la manière avec laquelle tu roules, si tu roules comme un bourrin ou si tu fais du covoiturage et que tu roules pépère avec machin, tu vois, c'est pas du tout le même délire d'un point de vue coût. Ouais, ouais, ouais. Le logement, je prends quelques exemples comme ça, hein, mais il faudrait développer parce Mhm. qu'il y a tout un tas c'est des vidéos entières que j'ai fait sur chacun des thèmes. Oui, oui, oui. Le logement, euh, bah c'est simple en fait. Si tu es, admettons par exemple que tu sois locataire et que tu as un loyer qui soit trop cher, eh bien, il faudrait avoir un loyer qui soit moins cher. D'accord? Alors, pour avoir un loyer qui soit moins cher, peut-être, et c'est une technique radicale pour le coup, changer de logement, peut-être même pour avoir un logement qui soit peut-être plus adapté à ton besoin, peut-être mieux isolé, donc tu vas peut-être moins dépenser en chauffage, peut-être que ce logement, il sera plus près de ton lieu de travail, donc moins de coûts de transport, tu vois. Et c'est toutes ces questions-là, en fait, qu'il faut se poser pour réussir à réduire la voilure. Mais quand on se concentre en tout premier sur ces trois choses-là, si on travaille sérieusement là-dessus, crois-moi, c'est des dizaines de milliers d'euros qu'on peut réussir comment dirais-je, à économiser. À économiser. À économiser. Tu vois, je ne parle pas encore d'investir ou de faire travailler son argent, Mhm. machin. Ensuite, évidemment, Et si on a des dettes, ben, il faut essayer d'identifier la dette parmi celles qu'on a qui coûte le plus cher. Il faut t'énerver là-dessus, hein. Il y a pas d'histoire. Il faut faire un budget, en fait, pour s'en sortir. Et pour faire un budget, en fait, si tu veux, moi, ma préconisation, c'est de répartir alors, c'est simple, hein, tu fais une colonne avec les plus, hein, tes revenus, et les colonnes avec les dépenses. Alors, normalement, a priori, ton revenu, la plupart du temps, il va s'agir de ton taf, et puis éventuellement d'une allocation, ou tu vois, d'un complément, une aide, allocation familiale, bon, bref. Mhm. Ou aide de Pôle emploi, peu importe. Et d'autre côté, donc tes dépenses. L'idée, c'est de répartir tes dépenses en trois catégories. C'est-à-dire une catégorie de dépenses qui sont obligatoires et incompressibles. C'est-à-dire que tu vas Mhm. devoir les dépenser et tu vas pas pouvoir les resserrer, ou bien ça va demander vraiment à faire des choix radicaux. Ensuite, des dépenses obligatoires aussi, mais qui sont variables. Et enfin, des dépenses qui ne sont pas obligatoires et qui sont variables. Alors, je m'explique. Là-dedans, par exemple, dans les dépenses qui sont fixes et incompressibles, en général, on va trouver tout ce qui va ressembler de près ou de loin à un abonnement, tu vois, ou un loyer, ou quelque chose comme ça. Donc, on ne peut pas les réduire, sauf, comme je te le disais, à prendre des choix radicaux, changer de logement, changer d'assurance, changer de forfait, etc. Voilà. Mais Mhm. sinon, c'est des coûts fixes mensuels qu'on va avoir. Et tu dois les payer. Je veux dire, il n'y a pas d'erreur. Ton Internet, tu as besoin d'Internet pour être connecté, etc., etc. C'est clair. En revanche, c'est pas le cas avec Netflix, par exemple. Netflix, t'es pas obligé d'avoir Netflix, tu vois. Donc c'est pas la même case. Mais avant ça, on va aller sur la deuxième catégorie. La deuxième catégorie, ça va être des dépenses qui sont obligatoires également, mais qui sont variables. Là-dedans, on va trouver par exemple l'alimentation, ou on va trouver aussi le transport. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu bouffes, il n'y a pas d'erreur. Donc tu vas devoir dépenser pour Mhm. te nourrir. Par contre, bah, tu peux dépenser cher ou tu peux dépenser pas cher. Ok? Donc répartir là-dedans, pareil pour le transport, en fonction de la manière avec laquelle tu vas rouler, en fonction de de ton type de véhicule aussi peut-être, ou du carburant, tu vas dépenser plus ou moins cher. Et enfin, évidemment, tout ce qui va être du domaine des dépenses non obligatoires et variables, ce sera essentiellement tout ce qui a trait aux loisirs et aux vacances. Voilà. C'est pas obligatoire. Certaines personnes n'en ont pas. Voilà. Donc, quand on veut se concentrer pour le rembourser ses dettes, c'est sur ces piliers-là qu'il faut travailler, c'est sur ces volets-là. Ok. Voilà. Là, je t'ai donné des trucs Voilà, sans un horizon. Et un une fois horizon, qu'on a ouais. réussi à assainir sa situation de cette manière, une fois qu'on a réussi vraiment à nettoyer le terrain, à reprendre le contrôle, donc je donne dans ma formation, je donne des outils aussi pour reprendre toute cette maîtrise-là, etc. Mais bon, en essayant de faire les choses du mieux possible, selon mon point de vue. Mhm. Ok, là on peut commencer à faire des choses. Là on va commencer vraiment à faire travailler ton argent. On va voir les conditions on va voir les produits d'épargne qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire qui va être intelligent, des trucs Mhm. qui vont être bons pères de famille. Mais après ça va dépendre aussi du profil des gens. Parmi mes clients, j'ai des personnes
peut-être 20, 25 ans, tu vois, donc ils ont parfois envie de prendre beaucoup de risques. Donc, il faut peut-être parfois leur dire attention, il y a peut-être des choses auxquelles voilà. Et Tout à puis, fait. à l'inverse de ça, j'ai aussi des mères de famille, j'ai aussi des personnes qui sont pas loin de la retraite et qui cherchent justement à mieux s'en sortir ou justement à avoir quelques investissements qui soient prêts pour sécuriser parce qu'ils ont pris conscience du fait qu'une fois qu'ils seront à la retraite, c'est à peu près à minima 40% de revenus en moins qu'ils auront chaque mois. Voilà. Donc, et pour les plus jeunes, hein, vous savez tous, hein, ceux qui sont de ma génération et encore plus jeunes, ta retraite, hein, tu peux te la coller derrière l'oreille, tu n'auras pas de balle. On le sait tous. Hein. Nos Ouais, parents nous l'ont dit, nos profs nous l'ont dit. Voilà. carrément. Donc, wake up, hein, les gars. Les gars, les filles, hein, on se réveille, il faut se secouer les puces et puis il faut y aller parce que Alors, ça tangue ouais. fort. Hein, voilà. Ouais, ouais. Et justement, pour commencer au niveau, alors, tu as parlé en termes d'économie, de budget, et justement en termes d'investissement, en termes de monétisation, peut-être sur Internet, peut-être Oui. en termes d'investissement, j'en sais rien. Quelle est la meilleure stratégie que tu aurais à conseiller par rapport à ça? Par rapport à quoi? Par rapport à un business que tu vas démarrer ou par À, rapport à un investissement de ton épargne? par rapport à une stratégie de monétisation, alors ça peut être effectivement de l'épargne. Enfin, je te parle au sens le plus large possible. Je comprends. Quelqu'un qui a un revenu moyen, voilà, qui a assaini ses économies, puisque tu en as parlé avant. D'accord. Dans quoi tu le conseilles d'aller comment s'y Alors prendre? d'abord, soyons clairs, je ne conseille d'aller dans rien. Dans rien. Parce que je ne suis pas conseiller financier, c'est pas mon job, Mhm. c'est pas ma responsabilité, c'est pas ce que j'ai envie de faire. euh, et je me donne pour but d'accompagner ceux qui veulent faire des choses et de leur ouvrir peut-être des possibilités. Mais on va y venir. J'ai compris. Mhm. Euh, mais mon rôle, ce sera en aucun cas de te dire, Cédric, tu devrais faire ça. Par contre, j'ai le droit de te dire, Cédric, moi, j'ai fait ça. Mhm. Peut-être que ça pourrait coller ou pas, à toi de voir. Et alors, qu'est-ce qui pourrait coller? Qu'est-ce qui est encore intéressant de faire aujourd'hui? Bah, d'abord, il faut savoir que si on veut essayer d'être en liberté financière, il faut avoir des revenus. T'as beau essayer de te serrer la vis autant que tu voudras, il faudra qu'il y ait des sous qui rentrent. Donc, ça veut dire qu'il te faut des revenus. Ces revenus, ils peuvent venir d'une rente que tu vas te constituer, qui peut venir d'épargne investie, qui peut venir d'immobilier, qui peut venir de bourse, pourquoi pas aussi, Mhm. ou ça peut venir également d'une activité professionnelle, plus ou moins automatisée, que tu auras mis en place. On va appeler ça un business, un side hustle, etc. Donc ça, c'est les deux volets. Aujourd'hui, on vit encore une époque qui est vraiment exceptionnelle pour ceux qui veulent envisager de se lancer dans l'investissement immobilier locatif. Et je forme les gens à ça, parce que je suis Mhm. évidemment moi-même investisseur dans l'immobilier, j'ai parlé des box, mais pas que, hein, évidemment, les appartements et deux pièces, etc. Et moi, je forme les gens pour leur apprendre à détecter les bonnes affaires, à se mettre en condition de les acquérir, à les acheter, à les exploiter, à les gérer, éventuellement à les revendre. Je fais ça avec mes partenaires, j'ai fait intervenir mon notaire, mon huissier, etc. dans le cadre de ma formation. Et le truc, c'est que ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que aujourd'hui, on est au bord d'un basculement, en ce sens que pour ceux qui veulent faire des emprunts immobiliers, vous pouvez encore maximiser l'effet de levier pour réussir à acheter en mettant le moins d'épargne possible, le moins d'argent possible. Et donc, c'est ça qui est génial. Il faut que je vous explique un petit peu la mécanique de l'effet de levier, mais c'est de te dire que finalement, dans un cas idéal, mais j'insiste, ce cas idéal, j'ai un de mes clients qui a réussi à le faire pas plus tard que la semaine dernière, donc c'est encore possible. C'est de moins en moins facile, mais ça reste possible. Dans un cas idéal, tu vas emprunter de l'argent à la banque, d'accord? Et avec cet argent, tu vas acheter un appartement. Cet appartement, tu vas le louer. Le locataire va te payer un loyer. Le loyer va te permettre de rembourser la banque, va te permettre de payer les impôts, va te permettre de payer les charges, la copro, etc. Et à la fin, il t'en reste un tout petit peu en positif. Mhm. C'est ce qu'on appelle le flux de trésorerie positif. Les anglo-saxons appellent ça le cash flow. Et ça, c'est encore possible, à condition de trouver les bonnes affaires et de savoir les négocier, parce que dans le domaine de l'investissement immobilier, on s'enrichit à l'achat. Une fois que tu as fait ça,
supposons que tu t'endettes sur une longue durée. Et moi, c'était mon approche je te dis, il y a 10 ans. Me dire, si tu t'endettes sur une longue durée, si on a une inflation de 2%, bah, le loyer, mettons, tu vas l'augmenter petit à petit chaque année. Mais donc, si tu as un crédit sur 25 ans, dans 25 ans, le loyer, il ne sera pas le même qu'aujourd'hui, il sera beaucoup plus cher. Et Ah pourtant, ouais. toi, tu vas tous les mois rembourser la même somme d'argent à la banque. Et donc, le remboursement de cette somme d'argent sera de plus en plus facile pour toi, alors que dans le même temps, tu auras un loyer de plus en plus important que tu vas percevoir. Et ça, en fait, cette réflexion, je me la suis faite à un moment où on avait une inflation qui était quasi flat, tu vois, entre 2000 et récemment, enfin, tu vois, avant la crise, pandémie, machin, tout ça, on était sur des taux d'inflation d'à peu près d'un peu moins de 2%, tu vois, ça se baladait là-dedans, tu Ouais, vois. ouais. Aux Donc, alentours de 2%, ouais, c'était voilà, très mais, stable. mais là aujourd'hui, on sait très bien que c'est parti dans les étoiles, quoi, tu vois. Ah là, Donc, du coup, cette stratégie, elle est d'autant plus efficace, tu vois, je dirais, puisque ben, ton loyer augmentera, voilà, alors que tu continueras de rembourser la même chose à la banque. C'est en ce sens-là que je dis qu'on est en train de vivre aujourd'hui une époque exceptionnelle et que pour ceux qui veulent se lancer là-dedans, d'abord, je vous invite à vous former, que ce soit par de la lecture, des formations, des vidéos, des bouquins, mais formez-vous, sinon vous allez aller au casse-pipe, je vous le garantis. D'une. De deux, apprenez à détecter les biens qui vont marcher, qui vont vous enrichir, et puis ouais, pourquoi pas essayer d'en faire un ou deux, tu vois, petit à petit, si tu en as fait un que ça se passe bien, voilà, pourquoi pas. Parce qu'au pire, du pire, voilà, c'est toujours ce que je me suis dit. Si ça marchait pas, je le revends, bon, et puis je rembourse la banque, et puis merci, au revoir. Mais pour être sûr de ne pas être perdant dans l'histoire, il faut acheter avec une forte décote. En ce qui concerne la bourse, là aussi, tout le monde sait qu'on n'est peut-être pas loin d'avoir le grand crack, le grand reset, le grand drame 2008 puissance 20 là, qui nous pend au nez. c'est bien Est-ce que parti pour, hein. Ouais, alors ça viendra pas, ça viendra mollement, c'est venu, j'en sais rien. Je suis pas Madame Soleil, je vais certainement pas m'avancer à faire des prédictions parce que c'est le meilleur moyen de dire des âneries. Euh, En fait, il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que quand on investit petit à petit au fur et à mesure du temps, on se prémunit contre ces risques-là. Euh, Je vais rapidement parler des certains produits d'investissement qui existent. C'est ce qu'on appelle les trackers, les ETF, en fait. C'est-à-dire qu'au lieu de te dire que tu vas investir dans une action ou un truc, et ben, tu vas investir dans un bouquet, dans quelque chose, dans un produit financier qui reproduit le comportement d'un bouquet de valeurs. D'accord ? Et on trouve comme ça des indices, des bouquets de valeurs qui représentent plus de 1300 entreprises, qui sont censés représenter ce qu'on appelle le marché world, le marché mondial. En vérité, quand on regarde d'un peu plus près ce qu'il y a dedans, on se rend compte que c'est essentiellement des valeurs américaines, notamment les GAFAM, comme on dit, voilà. Google, Amazon, Facebook, Tesla, j'en passe et des meilleurs. Et donc, en fait, quand on regarde un tout petit peu, quand on analyse un petit peu le comportement de ces indices-là sur du très long terme, sur 50 ans, eh ben, on se rend compte qu'ils sont dans une progression de plus ou moins 7% par an. Et une stratégie, je n'ai pas dit que c'était la meilleure, mais une stratégie consiste à investir comme un idiot en te disant que à période régulière, eh bien, sans te poser de questions, tu vas acheter le même montant de cet indice, d'un tracker qui est calé sur cet indice. D'accord ? Et donc, ton investissement va se calquer, va suivre de manière millimétrique quasiment et à frais réduits le comportement de cet indice. Ça, c'est des stratégies qui ont bien marché. Est-ce qu'elles marcheront encore dans les temps qui viennent et avec ce qu'on appelle le grand reset, machin, je sais pas quoi? Ben, c'est pas évident parce qu'en fait, c'est des stratégies qui faisaient qu'on arrivait à tirer à peu près du 7% depuis, depuis un grand nombre d'années, mais parce qu'on était dans un environnement qui était basé sur la croissance mondiale. Si on se retrouve aujourd'hui dans un environnement de décroissance, j'ai horreur de ce mot, ça m'horripile, ou avec une croissance molle ou pas de croissance, eh bien forcément, on peut se demander si cette stratégie elle continuera de fonctionner. Je continue de penser. Alors, après, il y a des contre-feux qui existent, il y en a quelques-uns, mais je préfère penser qu'il vaut mieux faire ça plutôt que de garder son argent sur un livret ou sur un compte en banque pour ceux qui ont un peu d'épargne, parce que ce qui est en train de se passer, c'est une pure.
Enfin, voilà, quoi. Avec l'inflation, les prix qu'on trouve qui sont plus ou moins bidonnés, je suis désolé, tout le monde a bien conscience que l'inflation aujourd'hui, elle n'est pas de 5,6%, ni 6, ni 7, mais probablement beaucoup plus aux alentours des 8-10 en fonction des produits et des endroits où on est. Donc, je veux dire, voilà, c'est terrible. C'est que si tu veux protéger ton argent, ton épargne, si tu as un petit peu de thunes que tu as économisé au fur et à mesure du temps, faut le faire tourner, quoi. Mais si tu le fais tourner avec des niveaux de rendement importants, bah, tu t'exposes à des risques de perte. Tu vois. Alors, je t'ai donné une stratégie comme ça d'investissement en bourse, c'est ce qu'on appelle le DCA, hein. Ça veut dire Dollar Cost Averaging, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est j'ai oublié son nom. C'était le mentor de Warren Buffett. J'ai son bouquin. Non, je ne l'ai pas ici dans l'étagère. Ça me reviendra. Ça me reviendra. Tu vas voir à un moment donné, on va parler d'un autre sujet, tu vas dire ah Bref, la méthode de DCA, c'est l'auteur de l'investisseur intelligent. L'investisseur intelligent, c'est de je ne sais plus qui, l'investisseur intelligent, c'est de Benjamin Graham. Voilà, évidemment, Benjamin Graham. Voilà. C'est lui qui a formalisé le principe du dollar cost averaging il me semble, dans les années 50 ou 70, je ne sais plus, j'ai un doute. Bref. Donc, voilà. Après, il y en a d'autres qui vont faire du trading. Moi, je ne sais pas faire ça parce que d'un point de vue émotionnel, je ne suis pas calé pour ça. Je suis trop soumis à mes émotions et puis à un moment donné, je finis par faire des bêtises. Il y en a d'autres qui vont avoir des stratégies où ils vont essayer de sélectionner des entreprises ou des valeurs qui vont, comment dirais-je, produire un rendement, d'accord, produire un dividende, et puis s'enrichir de cette manière-là. C'est intéressant aussi, mais bon, le problème, c'est qu'en France, si tu perçois des dividendes, ils vont être taxés. Donc là aussi, il y a des choix à faire, sachant qu'une stratégie n'est pas incompatible nécessairement avec une autre. Plusieurs peuvent être cumulables. Donc là aussi, charge à chacun de trouver. Voilà. Après, il y a des questions qui se posent par rapport aujourd'hui, en ce moment, avec l'or et les métaux précieux, notamment l'or physique. Il faut savoir que depuis. En temps de crise, en général, l'or, la valeur de l'or monte. Hein. Bah oui, tu as raison, et pourtant, il est bien monté, et puis bah, depuis quelques mois, il monte carrément pas, quoi, tu vois, et depuis que la guerre là, elle a éclaté il y a presque un an, non. Alors certains disent que ça va partir comme un élastique, en vrai, j'en sais rien, mais ce qui est intéressant avec l'or, c'est qu'au fond, ça reste quand même une manière de se débancariser, et ça, c'est pas mal. L'immobilier aussi, d'ailleurs, hein. Je dis ça, je dis rien, mais si vous avez peur de garder des thunes en banque, partir sur des commodities ou des actifs tangibles comme la pierre, évidemment, c'est pas teubé, hein. Tu te dis au moins, si tout s'écroule, j'aurai toujours un toit, un truc, un coin où aller, etc. Tu vois, voilà. Puis les gens auront encore besoin d'avoir un toit sur la tête pendant un moment, quoi. Moi, personnellement, je serais plus partisan sur l'investissement dans les métaux précieux, l'or, l'argent, enfin voilà. Bah, l'argent, c'est spécial parce que c'est utilisé dans l'industrie, donc voilà. Après, il y a d'autres métaux qui sont encore plus explosifs. Ouais. Je pense au palladium, je pense au nickel, tu vois, des trucs comme ça. Voilà. Mais l'immobilier, aujourd'hui, je suis un peu. Alors, excuse-moi de me faire l'avocat du diable, mais je le sens pas. En fait, j'ai peur que nos États soient tellement endettés qu'ils cherchent à trouver du pognon pour. De toute façon, ils vampirisent. Hein. Là où tu gagnes, de toute façon, tu vas être taxé. Là, tu parlais de on est bien d'accord. T'es taxé. Et ce que j'ai peur, c'est qu'il y ait des lois qui permettent aux États de te saisir beaucoup plus facilement que ce qu'ils ont aujourd'hui. Ouais, ça va encore prendre un petit peu de temps, mais sur le fond, c'est intéressant. C'est une crainte. Hein. Après, je te dis ça, je suis pas dans le business là-dedans, dans l'immobilier, pas du tout. Et voilà, c'est simplement du ressenti que là, on arrive, de toute façon, on est en période de stagflation, donc de la stagnation de croissance mêlée à de l'inflation. Et donc, la dette des États va augmenter et vers quoi ils vont aller
pour justement pomper du fric. Et j'ai peur que l'immobilier en pâtisse. Voilà, tout C'est une des raisons, Cédric, pour laquelle je mets le moins d'argent possible dans mes investissements immobiliers et que je les finance avec de la dette. C'est pas mon pognon. Tu comprends ce que je veux dire? Mais tout à fait. c'est assez juste ce que tu es en train de dire parce qu'en fait, pour comprendre ça, il faut remonter à 2007. Sarkozy, quand il est arrivé, il voulait une France de propriétaires. Je ne sais pas si tu te souviens. Une France de propriétaires. Alors, ils avaient fait plusieurs trucs. Hein. Ils Entre avaient autres, hein, fait. il a dit beaucoup de Voilà. choses. Alors, il en a dit des choses. Alors, à ce moment-là, ils avaient lancé avec. Il y a eu des plans. Il y avait eu la maison à 100 000 euros. Ça, Oui, une. ça, Tu te souviens, oui, la maison à 100 oui, 000 euros, ça, oui. c'était Alors des maintenant que projets tu m'en immo. parles, oui. Ouais. Il y avait eu d'autres trucs comme ça. Il y avait eu tout un tas de programmes de défisques, comme aujourd'hui, il y a le Pinel. Bon. Et en fait, tous ces programmes-là, ça s'est avéré être des saucisses de ouf, dont j'avoue humblement avoir largement profité. Je m'explique. Il y a une énorme arnaque, il faut dire les choses, parce que c'est une arnaque organisée, hein, c'est une spoliation de valeur. Où en fait, ça a commencé dans ces années-là, dans les années 2007, un petit peu avant même. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque gouvernement veut y aller de sa petite loi pour essayer de favoriser le logement. Il y a une pénurie de logements en France, donc ils veulent essayer de réguler, et pour ça, ils essayent de créer des incitations fiscales. Donc, eh bien, ils vont créer des programmes de défiscalisation pour récupérer des capitaux qui vont investir dans des programmes immobiliers. D'accord ? Donc, il y a eu plusieurs noms. Il y a eu le Cellier, il y a eu le Pinel, il y a eu le Duflot, il y a eu le Robien. Voilà. Et donc, en fait, à chaque fois, c'était plus ou moins la même chose. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des programmes où tu vas acheter un appartement sur plan qui va te coûter peut-être 120, 130 000, 140 000 euros en général pour un 2 pièces. Et ces appartements-là, eh bien, tu vas décider de les mettre ensuite en location auprès du gestionnaire, qui est la plupart du temps la même que le promoteur. Ils vont gérer ça en mettant des personnes dedans qui ont des revenus modérés, on va dire, avec un certain nombre de plafonds. Et en fonction du nombre d'années pendant lesquelles tu vas décider de louer le bien, eh bien, tu vas pouvoir bénéficier de la défiscalisation sur les loyers. Donc en gros, ça va pouvoir te permettre de payer moins d'impôts. Seulement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au bout d'un certain temps, eh bien, les programmes prennent fin. C'est-à-dire que tu peux jouer ce truc-là pendant, en fonction de la période choisie, peut-être 9, 10, 13 ou 14 ans maximum pour certains, il me semble. Mais déjà, c'est beaucoup. En général, c'est une dizaine d'années. Mais une fois que le programme est terminé, les gens ne peuvent plus défiscaliser. Ils se retrouvent du coup avec un bien qui leur coûte de l'argent parce qu'il faut continuer à payer le crédit à la banque. Et en face de ça, ils ne peuvent pas mettre des loyers délirants. C'est pas possible. Ouais. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils vendent. Et au moment de vendre, ils se retrouvent tous à vendre en même temps dans le même immeuble en même temps. Et donc ils n'arrivent pas à le vendre. Du coup, ils baissent leur prix. Et ils se rendent compte d'autre chose aussi, c'est que la plupart du temps, ils ont investi en payant beaucoup trop cher les prix, les biens qu'ils ont acquis, parce que les promoteurs leur ont vendu beaucoup plus cher. Ils ont acheté dans des régions qu'ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas l'immobilier. Ils ne se sont pas déplacés. Ils ont appelé parce qu'un banquier, un conseiller en gestion de patrimoine leur a dit « Vous devriez faire ça, ce serait bien pour vous ». Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le CGP, le conseiller ou le banquier, etc., les mecs, ils perçoivent des commissions qui montent parfois à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Plusieurs dizaines de milliers d'euros. Je te jure, ce n'est pas des bêtises. Alors, tu parles que dans les années 2007, les gens, ils étaient beaucoup moins informés qu'aujourd'hui par Internet. Alors, du coup, ils se sont gavés, les gars. Ils se sont gavés. Et quand ces programmes sont arrivés à la fin, moi, j'en ai acheté quelques-uns. Et ça, c'est des choses qui marchent bien. Et donc, du coup, on arrive à obtenir des bonnes rentabilités parce qu'on arrive à trouver des biens qu'on va acheter beaucoup moins cher que leur prix par rapport au marché. On se retrouve avec des personnes qui ont encore une dette auprès de la banque. Eux, ils veulent juste un truc, c'est solder le crédit. Donc, ils le lourdent. Ils le lourdent. Comme ça, ils n'ont plus le crédit. Éventuellement, ils peuvent refaire une nouvelle défisque s'ils en ont encore pas eu assez, quoi, tu vois. C'est terrible. Mais voilà, ça, c'est des choses, je vous invite vraiment, si vous regardez les vidéos, à vous méfier vraiment de tout ce qui ressemble de près ou de loin à des défiscalisations organisées, au Pinel, etc., parce que c'est du pillage de valeur, quoi. Vous allez, il y a peu de chances que l'opération elle soit rentable, sauf à ce que vous ayez acheté vraiment genre en région parisienne, parce que les prix sont fortement montés. Donc à ce moment-là, au moment de la revente, on peut espérer des belles prix. Bon, d'accord.
Maintenant, on va parler business parce que je t'ai parlé un peu d'IMO, je t'ai parlé un peu de bourse, on a parlé un petit peu de métaux. Je t'ai pas parlé de business parce que c'était ça Oui. la question. Ah, la base, oui, c'était la Je sais question. bien. Mais bon, je te pose tes questions, tu m'apportes tes réponses, et puis voilà, c'est Non, non, tout. bah Tu attends, viens avec. Cédric, moi je te parle de ce qui me fait vibrer. Ah oui, 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 bien Hum, sûr, c'est là pour ça. du point de vue business, bah, moi aujourd'hui, je vous parle de tout ça. J'ai un site internet, je propose des formations en ligne et j'essaye de fédérer une audience de personnes qui sont sensibles aux choses que je peux leur transmettre, Mhm, beaucoup par du contenu gratuit ou des informations comme on est en train de discuter là ici. Et ensuite, bah, pour ceux qui veulent aller plus loin, eh bien, j'essaye de proposer justement des choses pour aller justement plus loin, sous l'idée que qui seront accompagnés en fait. Si tu veux, c'est ça le truc, c'est que je crois pas aux recettes de cuisine et je crois pas aux formations telles quelles où tu suis un truc ABCD et puis ça va le faire, tu vas ouais. réussir à obtenir. Non, 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 ça marche pas ça. Ça marche pas pour plein de raisons, parce que parfois les gens se reconnaissent pas là-dedans, parfois Ouais, ouais. ils ont besoin d'avoir des services qui sont beaucoup plus personnalisés. Et je pense qu'aujourd'hui, le business en ligne, on va de plus en plus vers ça, on va vers une personnalisation des services qui vont être proposés auprès de la clientèle. Il y aura toujours ce Mhm, truc où il faut essayer de monter une audience, qu'on va essayer de monétiser, que ce soit par en proposant des services, en l'occurrence de la formation, mais ça pourrait être également des services d'affiliation, ça pourrait être des recommandations de ce que tu veux, bon bref. mhm. Mais au fond, c'est toi ce que tu apportes en tant qu'individu qui va vraiment avoir une plus-value auprès de cette audience. S'ils sont intéressés par les contenus que tu proposes, c'est parce qu'ils sont intéressés par ta personnalité, ton authenticité, et c'est ça en fait, hein, Ah ouais. ta value, je dirais. C'est qui tu es. Et c'est la raison pour laquelle je recommande à ceux qui voudraient se lancer là-dedans de commencer par être eux-mêmes, avec tous les défauts qu'on peut avoir, les tics verbaux, les hésitations, les E, les A, tu sais quoi, on s'en tape. L'important, c'est que tu sois toi-même et puis que, Ouais, vas-y, tu ouais, parles avec passion. c'est ce que j'allais te dire d'ailleurs, hein, Quand tu parles, je sais pas si ça t'est arrivé, moi, des fois, je regarde des chaînes YouTube sur des mecs qui font de la mécanique, des mecs qui font des apiculteurs, des trucs, puis je me dis, mais qui je regarde? Et en fait, moi, je tu regarde sais pas tout quoi? ça. Non, mais c'est pas ça, mais en fait, je scotche parce que les gars sont des passionnés. Et ils Mhm. parlent de ce qu'ils font, de ce qui les fait vibrer avec Ah passion. ouais, 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 oui, oui, oui. C'est ça que j'aimerais essayer de donner. C'est ça que je voudrais essayer de transmettre. Oui, et puis, mais en même temps, tu peux pas c'est- les copier parce que c'est leur style à eux et évidemment, il n'est pas question de copier qui que ce soit. c'est inné et voilà, c'est de parler avec le cœur avant tout, hein. C'est Absolument. la recette. C'est de parler avec le cœur et d'essayer d'être soi-même pour proposer des choses qui soient originales. Et je suis certainement pas le meilleur du point de vue marketing. Je suis même pas très, enfin, voilà, peut-être que tu vas m'aider ou me conseiller sur mon site internet. J'ai trouvé d'ailleurs, même encore récemment, je te l'ai dit dans un commentaire, sur une de tes vidéos, des astuces pour essayer d'améliorer le SEO de mon site internet, hein, l'art d'être trouvable sur les moteurs de recherche et les réseaux sociaux. Tu vois, voilà, avec tout un tas de petits tips, c'est important parce que ça participe au fait qu'on va essayer d'augmenter notre trafic, notre visibilité. T'auras beau, comment dirais-je, faire la meilleure cuisine du monde, si tu n'as pas de clients pour la manger, si tu n'as personne en face pour la déguster, ta Ouais. cuisine, bah, tu peux la foutre à la poubelle. C'est comme si tu avais fait pot de balle. C'est Mmh. dur, c'est ingrat, c'est Exactement. difficile, mais c'est exactement ça. C'est comme celui qui fait un film, hein, on va réaliser un film, on va faire le plus beau film du monde, mais il est diffusé dans 0 salle. Et ben en fait, ton film, il n'existe pas. Et ben c'est exactement pareil. Si tu Mmh. fais la meilleure formation, et j'ai parfois des difficultés parce que je passe beaucoup de temps quand je crée mes formations, vraiment plusieurs Et mois, tu vois. moi et moi donc, Et, et, c'est et, et, une formation, une année, hein. Moi, je passe Ah ouais, l'année, ouais, hein, ouais, ouais, bah ouais, ouais. honnêtement, hein. Ah ouais, mais carrément, mais tu prêches Mmh. un convaincu, hein, si tu veux faire un truc sérieux, bien, et voilà. Et après, tu te dis, bon, ouais, enfin, faut que je le vende. Alors, t'en as qui te disent, c'est pas grave, commence à vendre, et puis pendant que tu vas commencer à vendre, tu vas commencer à faire la formation en même temps. J'entends ce discours, mais
je sais pas, moi j'ai besoin d'avoir un truc, comment dire, que je sache ce que je suis en train de faire pour pouvoir vraiment promouvoir les avantages de ce que je suis Ouais, oui, et oui, en quoi oui. ça va être différenciant, enfin tu vois, en quoi ça va vraiment apporter des trucs. Je suis pas un vendeur pur et dur, quoi, tu vois, et d'ailleurs, je crois que c'est une des compétences, un des savoir-faire les plus précieux qu'il faudrait acquérir, hein, si on veut réussir à s'en sortir aujourd'hui, c'est de savoir vendre, hein. Bon, ça fait un peu discours à l'américaine, mais je suis convaincu que c'est une de mes grandes lacunes, probablement. Voilà. Donc, augmenter son trafic et sa visibilité, voilà, il n'y a pas d'erreur, hein, faut y aller à fond, faut secouer le cocotier, Mm. faut faire des vidéos comme on est en train d'en faire, des partenariats, des gens, discuter, voilà, et faut être généreux, faut donner, donner. Faut donner sans attendre que ça revienne, parce que 9 fois sur 10, ça ne reviendra pas, mais des fois, ça va revenir et ça va te permettre d'avancer, de faire encore grandir ton audience et petit à petit, comme ça, voilà. Bon, en fait, tu Mm. sais, quand j'ai fait mes petites vidéos comme ça sur YouTube, je ne m'attendais pas à être contacté par un éditeur qui me propose d'écrire un livre. Voilà, Mm. c'était un truc qui était complètement. En fait, si tu veux, à la base, c'était un rêve que j'avais mis sous le tapis. Et j'étais en train de préparer ma première formation qui s'appelle le protocole 4P, qui Ouais. colle par exemple par rapport à ce qu'on parlait. Et en fait, à ce moment-là, c'est Robert Laffont qui m'ont contacté pour me demander si ça m'intéresserait d'écrire un livre, quoi. Et ce truc inespéré, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu te dis, ok, pourquoi moi? Et elle me dit, bah, en fait, on a regardé plein. Écoute bien, parce que je te jure, c'est ce qu'elle m'a dit. Sophie, l'éditrice, elle m'a dit, bah, en fait, j'ai regardé plein de chaînes YouTube parce qu'on avait envie de faire un livre là-dessus, hein, sur la liberté financière. Je lui dis, ok, non, non, vraiment sur la liberté financière, sur les nouveaux rapports des gens au travail et comment s'en sortir, comment mettre en place des stratégies, etc. Et en fait, j'ai regardé vos vidéos, vos contenus, et ce qui m'a arrêté, c'est que c'était beaucoup plus authentique que ce que je voyais ailleurs, et que vous essayez pas, ou moins peut-être, de vendre un truc, tu vois, de surafficher quelque chose, ou de faire Oh, ouais. rêver à coup de bagnole ou de Ferrari ou de conneries Et comme ça, d'en faire des caisses. Voilà. et d'en faire des caisses. Euh, donc, je suis la preuve vivante, et je vous le confirme, que être authentique, ça paye. Voilà. Soyez vous-même. De toute façon, si t'es pas toi-même, tu pourras pas tenir sur le long terme. C'est un marathon. Ah, c'est ce que j'allais dire, hein. Sur la longueur, quand tu te C'est pervertis, impossible. C'est tu sais, impossible. moi, il m'est arrivé, excuse-moi, je te coupe, Je t'en prie, vas-y. sur cette chaîne-là, sur laquelle va être diffusée cette interview, et même les autres d'ailleurs, de me chercher. Euh, Ouais. Au bout d'un moment, tu sens que c'est pas ce que tu veux dire, c'est pas en adéquation avec ce que tu es. Non. Et moi, j'ai d'ailleurs une vidéo où je remets les choses en place. J'ai fait une vidéo où je remettais les choses en place par rapport à la vidéo de présentation. Alors, première chose à faire quand vous avez une chaîne YouTube, c'est de vous présenter, de présenter la chaîne. Ça, c'est voilà, savoir où on est. Comme ça, les gens, ils savent. Et puis mettre cette vidéo en premier, enfin à la une Faudrait que j'en là, refasse une euh, d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. et de présenter. Mais j'en avais fait une, mais arrivé à un an après, j'ai dit il faut que je change parce que c'était pas moi, j'étais pas en adéquation avec moi-même, avec ce que je cherchais. Bon, j'avais pas forcément les idées claires, en singeant, sans singer en fait, je vais y arriver, quelqu'un d'autre. Mais j'étais pas en adéquation. Voilà. Donc ça peut aussi arriver. C'est pas forcément copier, vouloir en mettre plein la vue ou quoi que ce soit. C'est aussi à un moment donné, on cherche et puis on a franchi une étape et on se dit mais non, ce que j'ai fait là, bon c'est bien, c'est pas, mais j'ai besoin d'autre chose. Et se remettre régulièrement en question par rapport à ça. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Je peux pas. Je suis tout à fait d'accord. Voilà. C'est tellement vrai ce que tu dis. Non, mais sans déconner. On se cherche, on se demande, on se questionne, on hésite, on se trompe, on refait des choses, Mhm. et puis c'est comme ça, c'est très bien. Et puis tu sais, une chaîne YouTube,
ou un média, n'importe quoi, c'est du vivant. Hein. Mhm. Parce que, en fait, ton fonds de commerce, j'ai envie de dire, c'est toi, c'est ta personnalité. Donc, il faut essayer de refléter ta manière d'être, ton ton, etc. sur ta chaîne, quoi. Oui, il faut mettre ta patte. C'est ça. Et c'est ça qui est parfois difficile, c'est que comme tu es aussi dans une démarche commerciale, tu as envie de faire rêver les gens aussi pour essayer de parfois vendre plus. Et ce qui est important, c'est d'essayer de faire les choses en étant toujours dans une démarche éthique. Moi, c'est simple. Moi, par rapport à ça, excuse-moi, je te coupe encore, c'est simple. À chaque fois que j'essaye de vouloir vendre quelque chose, ça ne marche pas. Voilà. Donc, j'arrête. Voilà, j'arrête de vendre. Je achète la vidéo, achète mon produit. De toute façon, ça achète ma formation. J'ai laissé tomber. J'ai dit, c'est pas ça. Par contre, d'être naturel de parler, ouais, je vais peut-être faire 20 vues. Je vais peut-être faire, je vais peut-être faire une vidéo où j'ai 20 vues, mais j'en ai rien à foutre. Voilà, alors, c'est me fait plaisir. Non, alors, il y a un truc qui est puissant. Hein. C'est pas de dire achète ma formation. Ça marche pas, non. C'est d'expliquer ce qu'il y a dedans. Voilà, ma formation, il y a ça. Voilà. Il y a ça, voilà. Il y a de l'accompagnement, il y a nanana. Si tu veux aller plus loin, tu peux m'appeler, on en parle. Mais ce qui est puissant, c'est quand tu as tes clients qui viennent dans le chat quand tu fais un live ou quoi, ou qui répondent dans les commentaires Facebook en disant oui, je l'ai fait et c'est bien, etc. Et ça m'a déjà déclenché des ventes. Ça m'a déjà déclenché des ventes où en fait, j'ai un groupe Facebook où je suis beaucoup moins bon que toi parce que ça me gonfle un petit peu, mais je peux pas être partout en même temps, c'est ça qui est difficile. Et j'avais une personne qui dit ah bah tiens, j'hésite à acheter la formation de Jérémy, parce qu'il y a déjà des personnes et il y a eu comme ça, comme je te dis, des clients qui disent oui, et ça a déclenché la vente. C'est arrivé 2 fois ça, une fois aussi sur le chat YouTube pendant un live. Donc voilà. Moi, ce que je fais parfois qui marche bien, et j'ai l'impression que c'est assez efficace, c'est de provoquer en quelque sorte le sentiment d'urgence en expliquant que je vais augmenter les prix. Petit à petit, au fur et à mesure du temps, je rajoute du contenu dans mes formations. Je te dis mon vécu, hein, je rajoute du contenu dans mes formations. Je commence en général sur des tout petits prix et puis je les augmente au fur et à mesure du temps en envoyant une newsletter en disant bah voilà, je vous le dis, dans 15 jours, ça va augmenter. Voilà. Et ça m'a déjà déclenché pas mal de ventes. Ouais. Bon, mais il ne faut pas faire que ça. Sinon, ça ne va pas le faire. Non. Enfin, si tu fais que des vidéos de vente alors, il y en a qui sont spécialisés là-dedans, qui vendent des logiciels, notamment sur des trucs d'affiliation, etc., qui ne font que ça. Ou alors, il faut vraiment faire que ça. Mais bon, personnellement, moi, ça me gonfle. Je préfère parler des choses, alors des sujets qui m'inspirent, et puis encore une fois, les gens qui adhèrent aux idées que je véhicule, bah ouais, elles viennent. Et puis celles qui adhèrent pas, bah il y a d'autres chaînes. Hein, c'est pas grave. Plaisir. Et puis la vie est belle. C'est pas grave. Exactement. Ouais. Et puis c'est très bien. Et puis c'est très bien comme ça. Non, mais ouais, pour moi c'est vraiment ça qui est intéressant. Et moi, mon approche telle que je te l'ai expliqué, c'est vraiment celle-ci, d'essayer de présenter ce qu'il y a dedans. Après, les gens, ceux qui veulent en savoir plus, bah, ils vont voir. Puis ceux qui ne s'intéressent pas, bah, c'est pas grave, la vie est belle. Je te parlais tout à l'heure de ce que j'appelle le protocole 4P. C'est ce que j'ai développé dans mon bouquin. J'en profite rapido pour faire la promo, je l'ai préparé ici. L'instant pub, voilà. L'instant pub. Voilà. Un salaire sans rien faire. Alors, c'est pas moi qui ai trouvé le titre à la base, c'était l'éditeur. Et vous le trouvez à la FNAC, vous le trouvez partout. Voilà. Tu as changé le format des fenêtres? Ouais, je voulais te mettre en exclusivité là. Oh non, c'est pas grave. Non, laisse comme ça, c'est pas grave, on s'en fout. Non, on s'en fout. Les gens ici vont voir si ça les intéresse. Bien ton livre, là, la couverture, parce que du coup, on n'a pas vu. Ah, tu peux pas le louper avec un truc comme ça. Un salaire sans rien faire. Ou presque. Hein. Le ou presque est important. Ouais, oui, ou presque.
Alors, C'est qu'est-ce une qu'on trouve blague, dedans? c'est une blague, Voilà. c'est une blague ce titre, d'accord? C'est une blague. Ne le prenez pas. Les revenus passifs, c'est une bêtise, ça n'existe pas. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve ce dont je te parlais, le protocole 4P, d'accord? Que j'explique aussi à mes clients de formation. Le protocole 4P, c'est les 4 piliers de ton indépendance financière sur lesquels tu vas travailler. Le premier, c'est le frugalisme. Ce dont on parlait, l'art de faire des économies sans souffrir, au travers Mhm. de plein de techniques. On en a vu quelques-unes. Le deuxième, c'est l'effet de levier. Utiliser le levier bancaire pour lever de la dette, pour acquérir des actifs rentables, des choses qui vont Mhm. produire de la valeur au fur et à mesure du temps. Mhm. Troisième, c'est les intérêts composés. Tu perçois un dividende, un revenu, bah, tu vas le réinvestir. Donc, comme ça, il va faire des petits, il va monter en suivant une courbe mathématique exponentielle qui fait que D'accord. ça va marcher de plus en plus vite. Et le quatrième pilier, le quatrième P, c'est la diversification. Parce que si tu mets tous tes œufs dans le même panier, t'es mort. Et quand tu actives ces 4 piliers en même temps, tu as des résultats très efficaces. Voilà. D'accord. Donc, tout est contenu dans ce livre. On mettra le lien. Alors, il est disponible où? Sur Amazon? Il est disponible dans toutes les librairies de France. Il est Mm. disponible Fnac, Amazon, Décitre, Furet du Nord. Il est disponible chez Leclerc, Cultura. Il est disponible partout. Voilà. Voilà. OK. On continue l'instant promo, du coup. Est-ce que tu as une formation ou en tant qu'à faire, hein, on y va dans la foulée. Là, le bouquin, super. Et est-ce que tu as une formation en ligne ou un service phare dont tu J'en ai aimerais pas une, j'en ai parler? deux, j'en ai trois. Et trois pour le prix d'une. Et vous aurez en exclusivité, rien que pour vous, messieurs, dames, Avec, la première grosse que j'ai faite, c'est ce que je t'expliquais, c'était liberté financière, le protocole 4P. Je l'ai appelé comme ça. C'est tout le déroulé de tout ce que je t'ai expliqué. Commencer par reprendre le contrôle de tes finances. Donc, on la Commencer. trouve, on la trouve en ligne aussi, Oui, du oui, coup. site internet. Ouais, ouais. C'est la première grosse que j'ai fait. Voilà. Et pour faire travailler ton argent à ta place, reprendre le contrôle de tes finances, reprendre le contrôle de ton budget, commencer à investir, l'immobilier physique, l'immobilier papier, la bourse, les ETF, les business, comment se créer une tribu, les side business qu'on peut commencer à créer, etc., etc. Même comment parler une langue supplémentaire. Et en plus de ça, comme je ne veux pas faire une recette de cuisine, comme je te l'expliquais, j'ai Mhm. appuyé ça sur un groupe mastermind, d'accord, qui était à l'origine sur WhatsApp, qu'on va passer sur Telegram. Et en plus de ça, il y a des séances de coaching collective chaque mois, une séance avec l'ensemble D'accord. des membres. Donc en fait, c'est pas une formation, c'est une communauté en fait d'entraide que j'ai créée comme ça. Ça n'est pas qu'un livre, c'est même plus une formation, c'est une communauté. C'est Mais génial. j'en suis fier. Mais Ah non, mais carrément, hein, carrément. j'en suis fier parce que ouais, tu sais que tu es dans une communauté de personnes qui sont bienveillantes, qui sont dans le même délire que toi, qui se posent les mêmes questions que toi. Mhm. Certains qui sont vachement plus avancés que d'autres. Et c'est hyper enrichissant. Même moi, à titre personnel, même pour moi, c'est enrichissant parce que, ben, tu vois, on s'envoie des petits messages. Ah bah tiens, il y a ça qui est passé en ce moment. Ah bah tiens, vous avez vu, Ouais, si vous envisagez de faire ça, faites gaffe à ci. Ah bah tiens, oui, voilà. On est dans cet esprit-là, c'est de l'entraide il y a une bonne c'est- dynamique. Il y a une ah ouais, bonne carrément. dynamique. Alors ensuite, j'ai voulu aller plus loin en me spécialisant sur les thématiques d'investissement. Donc j'en ai fait une grosse, très grosse sur l'immobilier locatif. Mhm. Actuellement, elle fait un peu plus de 36 heures. Euh, Mhm. Oh, c'est lourd. ah ouais, 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 oui, oui, oui. La première avec les vidéos, on est sur plus d'une cinquantaine d'heures. Donc la seconde, c'est 36 heures. J'en ai fait une troisième qui n'a strictement rien à voir, que j'avais fait dans le même temps, mais qui est destinée à apprendre aux gens qui veulent se filmer sur les réseaux sociaux, sur YouTube, pour leur communication par rapport à leur boîte, pour leur apprendre comment réussir à se filmer, et où je fais partager mon savoir-faire Ah, dans le le domaine professionnel, Ouais, là pour le coup, c'est vraiment ce que j'ai c'est le appris à faire professionnel qui quand parle. je travaillais pour des chaînes de télé, ouais. Ce qui est là aussi n'est pas très difficile, mais en fait, si tu veux, le constat, il partait du fait qu'avec le développement du télétravail, de plus en plus de personnes sont amenées à se filmer chez elles. Et le problème, c'est que si personne t'a appris comment le faire sérieusement et de manière professionnelle, même sans matériel,
ben, c'est un petit peu comme si tu te pointais à une réunion de ta boîte avec une énorme tache sur ta veste ou sur ta chemise et que personne ne te le disait, que tu ne l'avais pas vu, quoi, tu vois. Parce que tu as mis ta caméra de travers, parce que tu es cadré comme ça et qu'on voit tes Ah, ben, narines. puis Enfin, tu peux passer un an même plus, c'est avant ça. d'arriver à un résultat à peu près correct. C'est exactement ça. Et avec quelques petites règles comment dirais-je, ouais. On peut apprendre aux gens à rectifier les choses et à produire des choses qui soient propres, simples et propres, même sans équipement, sans matériel. Donc voilà, ça c'est les services que je propose. Et je propose également un accès à tout ça en même temps. Et pour les clients qui achètent un pack qui donne accès à tout, je leur offre en plus des séances de coaching privées en one-to-one. Je leur en offre 4. Donc 4 séances où vraiment on peut faire des bilans individuels quand ils ont vraiment un point qu'ils veulent étudier en détail. Mhm. Voilà, j'ai terminé avec la promo. J'aime pas faire de la promo, excusez-moi, je Ah, l'ai fait. ben, t'es invité, mais t'aimes pas, mais t'as pas le choix. Voilà. Moi, moi, les gens que j'invite, de toute façon, c'est comme ça. Mais en Voilà, je vrai, les mets à l'honneur. si ça vous intéresse, allez faire un tour sur les pages de vente. J'ai donné le détail module, chapitre par chapitre, minute par minute, ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, tu sais vraiment ce que tu vas trouver, quoi. Voilà, tu es Mhm. vraiment. Et c'est en ce sens-là que je veux faire des choses qui soient vraiment éthiques. C'est que je ne vais pas vendre des PDF, tu vois, en laissant ensuite les gens dans la nature. C'est pas le Mhm. style de la maison et c'est pas comme ça que j'ai envie de faire les choses. D'accord. Euh, Donc, il y a un suivi vraiment de A à Z et voilà, il y a un SAV, comme on dit par chez nous. oui, bah en fait, si tu veux, j'ai fait ce que j'aurais bien voulu avoir pour moi quand je me suis lancé Normal. là-dedans. Euh, ben, tu vas un petit peu au petit bonheur la chance, et puis tu fais des trucs, et puis tu te plantes, et puis tu corriges, et puis tu refais, et puis tu as appris un truc entre-temps que tu savais pas, etc. Bah, puis voilà. Hein. Ouais, Tu on sais, part tous deux. l'expérience, hein, c'est quand ma grand-mère elle me disait ça, quand Mhm. tu entends quelqu'un qui dit ouais, croisant mon expérience, bah, tu sais que ça n'est jamais que quelqu'un qui a fait plein de bêtises dans une vie, et puis bah voilà, c'est très bien comme ça. Mhm. Mhm. Mais en Mhm. fait, une formation, en fait, c'est un raccourci. Et quand tu achètes une formation, quelle qu'elle soit, hein, la seule chose qui est importante, la seule chose, il n'y en a pas deux, c'est même pas le prix. Ce qui est important, c'est de savoir en combien de temps tu auras un retour sur ton investissement. Exactement. Ça, c'est Exactement. important. Ça, c'est Mhm. important. Que tu te payes une formation sur le SEO, sur comment faire des vidéos YouTube, sur comment développer ton patrimoine, ton business, faire des économies, faire un budget, n'importe quoi. On s'en fout, c'est pas la question. La question, c'est que si tu achètes ces formations-là, c'est parce qu'à un moment donné, tu espères avoir un gain, bien souvent un gain d'argent. Mhm. D'accord. Celui qui veut apprendre à faire du montage sur Premiere pour ensuite, je sais pas, faire des vidéos de mariage, en combien de temps il aura réussi à rentabiliser l'investissement qu'il a fait au travers de cette formation? Ça, c'est la vraie Exactement. question. Mhm. Ouais, Et tout quand à tu arrives fait. à répondre à cette question-là, tu es à même de faire les choix et de trouver encore une fois, le formateur qui va coller par rapport à ta sensibilité. Ce que je veux dire, c'est que dans le domaine de l'investissement, tout a été dit. Dans le domaine du business, tout a été dit. Dans le domaine de l'amour, tout a été dit. Et pourtant, on continue à proposer des choses en espérant qu'elles soient les plus originales possibles. Pourquoi? Parce que toi, qui tu es, ton approche, ta personnalité, elle t'appartient, elle appartient à personne d'autre et personne ne peut te l'enlever. C'est ce que tu as de plus précieux. Bien. Je peux pas mieux dire. On, sans transition, où est-ce qu'on peut te retrouver? Donc, tu as une chaîne YouTube, c'est ça? Ouais. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Frugalisme et Liberté Financière. Voilà. Voilà, voilà. J'ai un site internet qui s'appelle lefrugalisme.com et vous Deuxième me truc. retrouvez. Voilà. Deuxième canal d'acquisition. Exact. Tu retrouves également toutes les vidéos que je fais sous podcast, sous forme de Mhm. podcast, sur toutes les plateformes. Et puis les Et liens pour les formations, j'imagine aussi depuis ton site. évidemment, dans toutes les descriptions des contenus que je produis,
il y a toujours un lien ou une adresse email, tu vois, voilà. Sinon, je peux vous la donner, hein, l'adresse email. Attends, faut que je la retrouve parce que Il ne se souvient plus. je suis perturbé, Cédric. Tu me perturbes, tu vois. Mais je dis rien. Mais ouais, mais justement, c'est parce que voilà. tu ne dis rien. Je t'écoute religieusement. Tu m'écoutes bien d'ailleurs. J'ai eu le malheur de te dire, voilà, c'est ton moment, c'est ton instant publicité. J'aurais pas dû. Voilà. N'achetez pas, n'allez pas voir Jérémy. Ça me perturbe. Ok, alors l'adresse email, c'est contact, C-O-N-T-A-C-T, lefrugalisme.com. Le frugalisme, L-E-F-R-U-G-A-L-I-S-M-E.com. Voilà, quand vous écrivez à cette adresse, ça arrive sur ma boîte mail, tout simplement. Et pour le reste, eh bien, je vous dis, partout vous allez me retrouver, il y aura forcément un lien, un truc, si tu veux faire un Zoom avec moi pour discuter, pour t'intéresser à tout ça. Je te remettrai de toute façon les liens et tu pourras les mettre en description également de la vidéo lorsque tu décideras de la diffuser. Ouais, absolument. J'ai bon là l'adresse. Absolument, voilà. ouais, bien ouais. Ouais, voilà, Cédric. Je ne sais pas si j'ai répondu parce que tu m'avais donné des questions. On a fait le tour, je pense. 1h20 quand même. Ah ouais, mais attends, t'es tombé avec un bavard aussi. 1h20 de bavardage. Quel média et outil as-tu utilisé pour démarrer son activité ? On l'a vu, réseaux sociaux. Ouais, on a tout vu, t'inquiète. Ouais, on a tout vu. Ouais, t'inquiète. Bravo, ok. Bon, que demande le peuple ? Un petit mot pour la fin, peut-être ? Maniez-vous, mais j'aurais peut-être dû insister là-dessus, c'est que on est en train de basculer, de changer d'époque. Maniez-vous, bougez-vous les miches, mais grave, ça urge. Voilà. Quand j'ai fait tout ça, l'objectif c'était de donner des clés pour permettre aux gens de se libérer, d'être le moins dépendant possible de leur emploi. C'est plus avec la même approche que je peux présenter les choses aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une question de survie. Et ça va le devenir de plus en plus. Bougez-vous. Si vous vous intéressez au survivalisme, etc., si vous vous intéressez à l'indépendance, si vous vous intéressez à aller mieux, à être plus autonome, etc., vous devez commencer par vous intéresser à votre pognon et à votre argent. Si vous méprisez l'argent et que vous dites l'argent c'est mal, etc., vous n'en aurez jamais assez, vous courrez toujours après, vous serez toujours malheureux. Donc, commencez par vous faire le maximum pour gagner en liberté. L'argent, c'est de la liberté. Je suis désolé, il vous en faut. Donc, il faut vous débrouiller pour en avoir le plus vite possible et le plus possible. Voilà le conseil que je voudrais vous donner si vous voulez mieux vous en sortir demain et passer cette crise. Merci beaucoup encore pour ces magnifiques paroles. Je te remercie et je te dis à très très bientôt. N'hésite pas. On va la refaire. Merci. C'est la fin. Ça se barre en vrille. Voilà. Ok. C'est cool. Merci Cédric et puis je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. Merci à toi Jérémy. À très très bientôt aussi. Ciao, ciao. Ciao, merci. Voilà, alors cette vidéo est maintenant terminée. Alors, si tu ne l'as pas fait depuis le temps, c'est le moment de la liker. Voilà, pouce bleu en l'air, à la commenter aussi si tu as des retours d'expérience, des questions à me poser ou à poser à Jérémy, n'hésite pas. Ou simplement pour faire un petit coucou. Voilà, c'est toujours sympa de faire un petit coucou. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne et au moment de t'abonner, clique sur la cloche, sinon tu ne seras pas au courant des prochaines publications. Alors maintenant, pour retrouver Jérémy, comme je le disais durant l'interview, je t'ai laissé tout un tas de liens juste en dessous de cette vidéo, voilà, pour justement ses formations, sa chaîne YouTube, etc., etc. En attendant de se retrouver pour une prochaine interview ou pour une prochaine vidéo d'une manière générale, je te souhaite de passer une excellente journée ou fin de journée et je te fais des bisous. Tu gagnes en tranquillité d'esprit, puisque il faut savoir que quand
quand tu ne t'exprimes pas au moment où tu sens qu'il faudrait le faire, eh ben, ça s'imprime en toi. Et puis au final, après, ben, tu gamberges en disant punaise, je suis encore passé à côté. C'est même Voilà. pire que ça.